Eh bien, écoutez, bonjour à tous. Ravi de vous avoir dans ce webinaire. Vous êtes pour l'instant une petite vingtaine et c'est en train de grimper tranquillement que le temps que tout le monde puisse se connecter, trouve la bonne manière de se connecter et un café à la main pour ce webinaire. On est ravi de vous retrouver avec Julie. Peut-être en guise d'introduction, vous rappeler un tout petit peu qui nous sommes et que vous ayez une idée de qui parle. Donc nous, on est Julie Esterwen. Julie Esterwen, c'est un cabinet de conseil en transformation, à la fois sur la partie transformation des sujets RH, managériaux, de la partie business en termes de stratégie, de design, d'innovation. Et puis, c'est un cabinet qui est très focalisé sur l'agilité et le digital. Ce sont deux sujets fondamentaux pour nous. C'est 470 collaborateurs, 70 millions d'euros de chiffre d'affaires, une croissance assez régulière avec un certain nombre de récompenses. On sait parfois ces récompenses ce qu'elles valent, mais ça nous fait quand même plaisir parce que c'est un bout de reconnaissance du marché. Et puis beaucoup de travail qui est fait sur la recherche et développement. Et c'est un petit peu le sujet du jour puisque l'idée dans ce webinaire, c'est de partager avec vous un certain nombre d'éléments qu'on a vus dans notre veille. Et pour cela, donc je suis accompagné de Julie. Donc moi, je suis Luc Tardieu, partenaire. Je suis en charge des activités leadership et management pour Julie Esterwen. Et je suis accompagné de Julie. Bonjour à tous. C'est un plaisir d'être là avec vous et avec Luc aujourd'hui. Je suis consultante learning et management et je me suis intéressée ces derniers mois notamment à faire de la recherche et de la veille, voilà, pour découvrir quelles étaient les nouvelles pratiques, les nouvelles tendances dans le learning, et c'est ce que je vais aussi vous présenter dans ce webinaire. Et puis on devait être accompagné d'Emmanuel Joseph Dailly, mais qui malheureusement est absente pour des raisons personnelles et qui a beaucoup œuvré pour préparer ce webinaire avec nous. Donc merci encore à elle pour tout le travail qui a été effectué en amont. Pour vous présenter peut-être un petit peu le programme de ce webinaire. Alors de quoi on va parler? On va parler de trois grands sujets qui vous sont annoncés dans le sommaire de la page suivante. Mais avant ça, je dois vous donner quelques informations pratiques. Donc, vos micros sont coupés, vous ne pouvez pas intervenir tel quel. Vous pouvez poser des questions dans la zone où il y a marqué votre question. Si vous ne nous entendez pas, évidemment, vous n'entendrez pas ce que je suis en train de dire, mais vous pouvez le lire à l'écran. Il faut appuyer sur la petite flèche orange. Et n'hésitez pas à poser des questions. Ce qu'on fera, c'est qu'il y a trois grandes parties. Posez bien vos questions au fil de l'eau parce qu'on fera une espèce de petit temps d'arrêt, un arrêt au stand questions à la fin de chaque partie pour pouvoir réagir, prendre une ou deux questions et puis on se gardera un temps d'échange à la fin pour pouvoir approfondir sur les différentes thématiques qu'on va mentionner. Alors, de quoi va-t-on parler aujourd'hui? On va parler de trois grands sujets. D'abord, on va parler des tendances dans le champ du learning. On va essayer de vous brosser à grands traits ce qui se passe dans le champ du learning, vous donner quelques mots-clés pour que vous puissiez vous dire finalement, est-ce qu'on s'intéresse au bon sujet? Est-ce qu'on s'intéresse aux sujets qui sont dans l'air du temps? Qu'est-ce qui se fait dans le champ du learning et qui pourrait nous donner quelques idées? Et vraiment vous donner cette vue un peu macro. Et ensuite, on opérera deux zooms. Un premier zoom autour des tendances sur le leadership avec trois grandes thématiques qui semblent se dégager. Alors, vous savez, quand on regarde tout ça, quand on regarde de la veille, on est en train de regarder un peu les bulles du bouillon. Donc, on vous a sorti trois bulles qui nous semblaient intéressantes et sur lesquelles on va pouvoir échanger autour des travaux de Patrick Lencioni, autour du leadership éthique et responsable, et puis également autour de ce qu'on appelle le leadership par l'absence. Grand programme, beau programme. Et puis ensuite, on fera un focus sur les soft skills parce que les soft skills, c'est très rattaché à la question du learning parce qu'on sait que c'est des compétences qui sont difficiles à développer. Et puis, on vous parlera du grit. C'est un teaser, vous ne savez peut-être pas encore ce que c'est, mais vous allez le découvrir. On vous parlera de la curiosité, mais aussi du leadership non hiérarchique. Et ce sont trois thématiques qui ont fait leur apparition de manière assez massive au cours des 2-3 dernières années. Alors, quand on travaille sur ces sujets-là, il y a plusieurs sources qu'on utilise. On utilise ce qu'on appelle les sources scientifiques, donc des recherches qui sont faites avec des chercheurs en psychologie, en organisation, en sociologie, qui vont faire des études empiriques, qui vont montrer, dimensionner, qui vont mesurer. On utilise ce qu'on appelle des écrits spécialisés. Alors, ce qu'on appelle écrits spécialisés, c'est les livres qui sont écrits par des spécialistes du leadership et que vous pouvez trouver comme tout un chacun sur Amazon ou ailleurs, ou dans toutes les bonnes librairies. Et puis, enfin, on utilise des choses qui viennent de l'univers du learning. Et pour cela, on fait de la veille sur différents blogs qui sont très spécialisés. Et puis, on va chaque année à ce qu'on appelle l'ATD. Et c'est Julie qui y allait cette année. Tu peux peut-être en dire deux mots, Julie? Oui.
L'ATD, c'est l'Association for Talent Development. C'est un événement incontournable dans le secteur du learning qui a lieu tous les ans depuis 1945. Alors, en quelques chiffres, l'ATD, c'est 15 000 visiteurs, 400, voire 450 même conférences et 400 exposants, voilà, qui viennent nous présenter les nouvelles pratiques, des nouvelles solutions, des nouveaux outils et c'est aussi l'occasion d'échanger entre pairs. Voilà. C'est Que j'ai eu un l'occasion événement. du coup, voilà, d'y participer avec Emmanuel. Donc petite pensée pour Emmanuel qui n'a pas pu être là. Donc, du coup, l'ATD, c'est un très bel événement. Si vous avez l'occasion d'y aller, vous comprenez que c'est un événement qui est titanesque du point de vue du learning. 450 conférences, il vaut mieux venir avec des baskets parce qu'en général, on marche quand même pas mal sur les différents stands. C'est vraiment absolument énorme. Et puis, si vous avez l'occasion d'y aller un jour, surtout envoyez-nous un petit mail. Ce sera vraiment le plaisir de prendre un café avec vous, de partager nos impressions sur tout ça. Vraiment un très, très bel événement. Et ça fait partie, je dirais, des lieux dans lesquels on peut capter ce qui se passe sur le marché et les différents éléments de veille. Alors, on va commencer par vous parler un petit peu des tendances du learning. Alors, on n'a absolument pas la prétention d'être exhaustif sur cet aspect-là, parce que c'est un champ qui est immense, qui est absolument passionnant, mais on vous a sorti 17 mots-clés, 17 tendances, et puis on va zoomer sur certaines de ces tendances pour que vous puissiez voir ce qui se passe dans le learning. Et le premier des points qui me semble important à vous dire, c'est que on a toujours cette idée que peut-être il se passe quelque chose dans le champ du learning qu'on aurait raté, pas vu en France. Et force est de constater qu'on est plutôt assez bien positionné sur la brèche des nouveautés, puisque les échanges qu'on a avec nos clients, avec nos pairs, avec d'autres cabinets avec lesquels on échange assez régulièrement, nous montrent qu'en France, on est plutôt à jour. On n'est pas très en retard par rapport à ce qui pourrait se passer dans ce monde un petit peu internationalisé du learning, dans lequel les meilleurs experts viennent nous présenter les choses. Julie, je crois que tu vas nous proposer quelques zooms sur l'ensemble de ces éléments. Ouais, c'est ça, merci Luc. Alors bon, vous vous rendez bien compte, c'est vrai que sur les 17 tendances qu'on a là à l'écran, on pourrait faire un webinaire sur chacune de ces tendances. Mais en gros, pour vous dire ce qui séduit, donc comme l'a dit Luc, on retrouve pas mal d'éléments qui nous montrent qu'on n'est pas en retard en France. Il y a un gros sujet autour de l'hybridation qui a été propulsé avec la crise pandémique. Qu'est-ce qu'on retrouve là derrière? Plusieurs sujets, un gros sujet autour de la communication qui est nécessaire au bon fonctionnement des équipes hybrides avec aussi la cohésion d'équipe, renforcer l'esprit d'équipe vraiment qui est crucial. Il y a aussi tout un accompagnement qui est nécessaire pour les managers aussi de passer d'une culture de la présence à une culture du résultat avec toute cette montée en responsabilisation, cette montée en autonomie, balancée aussi avec la culture du feedback voilà, qui devient encore plus importante aujourd'hui. Ce que je peux vous dire aussi derrière ce mot, donc futur des modalités d'apprentissage, il y a une grande tendance qui est ressortie, c'est l'adaptive learning. L'adaptive learning, c'est quoi? C'est la personnalisation des parcours apprenants grâce à l'intelligence artificielle qui va, grâce à l'analyse des données, comme le taux de progression, les préférences en termes de format, de durée, etc., et des compétences requises pour un poste, qui va permettre de proposer un contenu personnalisé, spécifique en fonction des personnes. Et aussi, enfin, la recherche nous dit là-dessus qu'avec l'adaptive learning, on arrive au même résultat, mais avec un temps dédié à la formation de 25% inférieur. Voilà, et on sait que c'est aussi un besoin du côté apprenant d'être formé encore plus rapidement, avec moins de temps. Et ça va aussi impacter la motivation apprenante. Motivation, sujet aussi très important. Deuxième grande tendance aussi qui se dessine peu à peu, c'est le metaverse learning, le metaverse que vous avez peut-être déjà entendu parler. Le metaverse, c'est cet univers parallèle, ce monde digital où certains experts pensent que d'ici 30 ans, on aura tous un avatar qui ira potentiellement faire nos formations. Voilà. Et du coup, ça permettra à l'apprenant de se retrouver dans des scènes de la vie professionnelle où il pourra travailler sa prise de parole en public, son écoute active, etc. Et simplement pour dire, pour ceux qui ne connaîtraient pas ce terme de métaverse, que
il vaut mieux que vous l'encriez dans votre mémoire parce que les personnes qui s'y intéressent, en l'occurrence Facebook et Google, viennent d'investir plusieurs millions d'euros, centaines de millions d'euros dans le métaverse et considèrent que c'est absolument leur futur qui se joue là. Donc, en général, quand ils le font, c'est qu'ils ont bien étudié la question. Donc, il va probablement se passer quelque chose d'assez fort de ce côté-là, mélangeant à la fois réalité virtuelle, réalité augmentée, et puis avec un enjeu financier derrière qui est absolument énorme. Oui, complètement. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Au sujet des neurosciences, il y a un sujet qui revient beaucoup, c'est la sécurité psychologique au travail. Les équipes ont besoin de sécurité psychologique pour être performantes et ça implique tout ce qui est lié à pouvoir donner son avis, à accepter la prise de risque, le droit à l'erreur, le fait de ne pas avoir peur de la critique ou du jugement. Et ce point se rapproche fortement de la confiance, sujet qui revient aussi beaucoup. Et ce que nous dit la neuroscience, c'est que la confiance doit être réciproque, qu'elle implique de reconnaître les succès, qu'elle s'intègre dans une culture de transparence et où le système permet aux individus de se développer personnellement. Et la confiance nourrit aussi l'autonomie, qui revient fort. Au niveau des soft skills, on retrouve des éléments qu'on parle depuis longtemps dans la formation, mais ça nous rassure aussi sur le fait que on est vraiment dans le juste. C'est la confiance en soi, l'intelligence émotionnelle, la capacité à prendre des décisions et un terme qui nous a particulièrement interpellés, qu'on détaillera après, c'est la curiosité et the grit que vous parlera Luc. Un petit point aussi sur la capacité à prendre des décisions dans les soft skills, c'est un lien aussi direct avec l'émergence de l'intelligence artificielle au travail. Intelligence artificielle, du coup, qui va pouvoir analyser beaucoup plus de données. Mais du coup, ce qui va être de plus en plus demandé aux individus, c'est cette capacité à prendre du recul sur les données, à développer son esprit critique et à pouvoir analyser les données de façon éthique aussi et critique pour pouvoir prendre des décisions. Jusqu'à preuve du contraire, c'est pas un sujet sur lequel l'intelligence artificielle va nous dépasser. Voilà. Donc, vous voyez, plusieurs sujets qui sont dans l'air du temps, certains sur lesquels parfois on a le sentiment qu'on est peut-être un peu plus en retard. Je pense en particulier au marketing des offres, où c'est des sujets qui commencent à émerger en France. On sait que c'est une vraie difficulté que d'arriver à proposer des offres de formation qui soient suffisamment bien marketées pour que les gens puissent bien comprendre finalement et s'auto-prescrire les bonnes choses. On a pas mal de choses qui sont des sujets, je dirais, avec une certaine persistance au sein des débats, tout ce qui est KPIs pour le Learning and Development, c'est-à-dire comment est-ce qu'on mesure finalement l'impact de ce qu'on fait. Ça fait presque 10 ans qu'on en parle, mais ça reste un sujet qui est très central. Et puis également la question des générations, puisque au sein de la TD, depuis déjà au moins 7-8 ans, on s'intéresse à la question des millennials et puis maintenant des X, Y, Z, puisque il faut le savoir, la TD s'intéresse au learning dans son champ large, y compris à des sujets d'éducation au sens strict du terme, c'est-à-dire pour des jeunes gens. Donc voilà un peu les 17 tendances vues à grande maille des mots-clés qui ressortent des différents intervenants de la TD. Et on vous propose avec Julie de faire un zoom sur deux choses. Un, sur les sujets de leadership, parce que c'est vraiment quelque chose d'assez fondamental et puis qui nous anime beaucoup. Et puis un deuxième sur la question des soft skills. Alors, si on s'intéresse à la question du leadership, on va faire trois grands focus. Trois focus sur des choses qui rejaillissent comme nous paraissant relativement nouvelles dans l'écosystème. Alors, nouvelles, il faut comprendre que parfois, nouveau, ça veut dire que la recherche s'y intéresse depuis 5 à 10 ans, mais que ça n'avait pas encore été suffisamment mature pour arriver dans le champ du learning et du développement des managers. Que vous pouvez très bien avoir un résultat de recherche local à un moment donné, mais que les concepts ne soient pas encore suffisamment clairs et pas encore suffisamment opérants et qu'on ne sache pas comment en faire d'un point de vue pratique. Ici, on va vous présenter trois approches qui, pour le coup, sont devenues relativement pratiques. Et la première d'entre elles est très liée aux travaux de Lencioni et je vais laisser Julie en parler. Et n'hésitez pas à vous manifester si vous avez des questions. Je n'ai pas encore de questions qui sont remontées, Judith, sur la première partie. Alors, moi, en tout cas, j'ai vu passer une question sur les dates de l'ATD. Alors, pour info, pour les curieux d'entre vous, l'ATD, c'est fin août, début septembre. Voilà. Et voilà, n'hésitez pas à poser vos questions au fil de l'eau. On les voit apparaître, on pourra les traiter.
Patrick Lencioni est venu nous parler du travail en équipe. Consultant en management, il est auteur de 12 best-sellers, dont un qu'il a particulièrement rendu connu, Les 5 dysfonctionnements d'une équipe. C'est un modèle qui a continué à inspirer ses recherches et qui lui a permis de nous présenter, du coup, à l'ATD l'année dernière, les 3 étapes pour élever l'équipe. En reprenant sa métaphore du bus que j'ai trouvé ludique, c'est que étape 1, il y a une nécessité de faire monter les bonnes personnes dans le bus. Étape 2, faire asseoir les bonnes personnes au bon siège. Et l'étape 3, c'est conduire ensemble vers la performance. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a écrit un livre pour chacune de ces étapes. Donc voilà, vous vous doutez que je ne pourrais pas rentrer dans le détail de chacune d'entre elles. Mais l'idée, c'était de vous présenter au moins le modèle qu'il a introduit pour chacune d'entre elles. La première étape, il parle du coéquipier idéal. Il s'est posé la question, quel est le coéquipier idéal qui fera que ce sera un bon élément, voilà, qui permettra à l'équipe d'être performante. Et il a identifié une combinaison de 3 qualités, qui sont même 3 vertus essentielles pour lui: l'humilité, l'intelligence au sens intelligence sociale et la soif de réussir. Et voilà, soif de réussir dans le sens où on n'est pas obligé d'être poussé par l'extérieur et c'est vraiment la capacité à avoir une automotivation, un élan, voilà, qui nous pousse à l'action. Donc voilà, ce qu'il dit, c'est que c'est vraiment la combinaison de ces 3 qualités qui est essentielle et il nous présente du coup dans son livre aussi un cadre et des outils pour identifier ces vertus chez des personnes au moment de l'embauche, mais aussi pour les managers de cultiver, de développer ces qualités, voilà, justement dans des équipes existantes. Et si vous avez quelqu'un dans votre équipe qui a ces 3 vertus et qui ne performe pas, ce qu'il dit, c'est vraiment ne les faites pas descendre du bus, mettez-les juste au bon siège dans le bus. Et c'est ce qui me permet d'arriver à la deuxième étape où il nous propose un modèle, les 6 types de génie. Ça part du postulat que pour réaliser son potentiel, c'est important de trouver une activité qui nous donne de l'énergie, qui nous donne de la joie et dans lequel on est bon. Et c'est ça qu'il appelle identifier son génie. On peut avoir un ou plusieurs génies. Il utilise l'acronyme WIDGET. En français, ça donne le génie de l'émerveillement, le génie de l'invention, le génie du discernement, le génie de la galvanisation, de l'habilitation et de la ténacité. Les 2 premiers, hein, dans les grandes lignes, les 2 premiers aident à développer des idées. Les 2 seconds aident à activer les idées et les 2 derniers aident à mettre en œuvre les idées. Donc, ce qu'il propose, c'est à travers ce modèle de faire une cartographie de l'équipe pour identifier le ou les génies, identifier aussi le ou la ou les zones de frustration et ça permet aussi de mieux collaborer ensemble quand on sait à quel type de génie on a affaire et comment se rassembler autour de nos forces pour aller ensemble vers le projet commun. Donc voilà, l'étape 1, on identifie les 3 vertus, on cultive ces vertus. L'étape 2, on est au bon rôle en fonction de notre génie. Et l'étape 3, on apprend aux personnes à fonctionner en équipe. Et là, il nous a représenté son modèle indémodable, les 5 dysfonctionnements d'une équipe. C'est une pyramide à 5 niveaux. Où le niveau supérieur n'est possible que si le niveau inférieur a été consolidé. Ils se construisent vraiment les uns sur les autres. Au niveau 1, on retrouve travailler la confiance. Je vous en parlais déjà au niveau des neurosciences, on a vraiment cette confiance qui revient beaucoup. Et là, il parle de la confiance basée sur la vulnérabilité. En gros, c'est vraiment la capacité à pouvoir dire je ne sais pas, à pouvoir dire j'ai eu tort, j'ai fait une erreur, là je suis pas sûre, est-ce que tu peux m'aider? Quand il y a suffisamment de confiance dans une équipe, c'est là qu'on va pouvoir passer au deuxième niveau, celui de ne plus craindre les conflits, celui de ne plus avoir peur de donner son avis, d'exprimer son désaccord. Car c'est seulement à cette condition et après avoir pu explorer finalement tous les arguments et contre-arguments
qu'on aura des personnes qui seront complètement engagées dans la décision. Et c'est là qu'on passe au niveau 3, parce que c'est grâce à cet engagement mutuel vers la décision qu'on va pouvoir être dans une co-responsabilité et arriver à atteindre des objectifs collectifs qui dépasseront l'objectif de l'individu. Voilà, donc ces 3 modèles expliqués là de façon théorique assez succincte, mais vraiment l'idée c'est de pouvoir se les approprier, de les expérimenter pour pouvoir travailler sur ces différents niveaux en équipe et arriver à la performance. Alors, si vous ne connaissiez pas Patrick Lencioni, on vous invite très fortement à lire au moins les 5 dysfonctionnements de l'équipe, les 5 Dysfunctions of a Team, c'est le titre en anglais, qui a 2 mérites. D'abord, c'est un objet assez particulier, puisque ça se présente sous la forme d'un roman pendant 180 pages, avant de vous présenter en une 50aine de pages à la fin le modèle qu'il utilise, qui est le triangle que vous voyez sur la droite. C'est vraiment un auteur qui est extrêmement clairvoyant dans les modes de fonctionnement et dans la manière dont se construit la confiance de façon étagée à l'intérieur d'une équipe. Et je trouve qu'il découpe la notion de confiance de manière extrêmement fine. Donc, voilà un auteur à suivre. Et dans cette idée de la structure de ces 3 livres et de la manière dont il les agence, il y a vraiment quelque chose qui est très puissant, intéressant et très dans l'air du temps, puisque vous voyez la question de la ténacité, on va en reparler sur The Grit, et puis la question finalement du coéquipier idéal, quelles sont ses caractéristiques, ses soft skills, c'est également quelque chose dont on va reparler un petit peu plus loin. Le deuxième sujet dont on voulait vous parler, c'est la question du leadership sous un angle responsable, conscient, éthique. C'est particulièrement intéressant parce que la recherche et l'évolution de la pensée sur la question du leadership depuis une 60aine d'années, grosso modo, c'est beaucoup concentré sur soit les caractéristiques du leader, soit sur la manière dont il devait agir. Pour autant, il y a une question qui est restée un peu en filigrane et qui a commencé à émerger au début des années 2000 et qui commence à prendre forme. C'est la question finalement du positionnement éthique et moral du leader. Dit autrement, en tant que manager, en tant que leader, quelles sont les valeurs morales que je défends et de quelle façon je peux proposer un leadership qui soit responsable, conscient de l'environnement dans lequel j'évolue. Environnement à la fois sociétal, organisationnel, mais aussi environnemental. Donc, il y a vraiment cette idée qu'on va pousser un réalignement avec les valeurs personnelles, que ces valeurs morales intériorisées, elles sont un vecteur extrêmement fort d'authenticité, de relations constructives avec les autres. Et l'idée, c'est que ça rejoint aussi tout un travail qui a été fait depuis le début des années 80 autour de la conscience de soi, ce qu'on appelle le self-concept, c'est-à-dire quelle représentation de moi-même j'ai. Et on a beaucoup d'écrits depuis 5-6 ans autour du leadership responsable. Vous voyez les travaux de Peter McAteer, le travail de John McKay là, qui est sorti il n'y a pas très longtemps sur le conscious leadership, et ainsi que les travaux de Badaracco sur The Good Struggle, et qui montrent que une des questions, c'est qu'on a beaucoup parlé du sens de l'organisation, comment le leader pouvait être le porteur d'un sens, d'une vision. Et la question qu'il y a derrière le leadership responsable, le leadership conscient, c'est comment est-ce que j'intègre un sens qui va peut-être au-delà de celui de l'organisation? Comment je reconnecte finalement ce que je fais pour l'organisation et ce qui a du sens du point de vue sociétal? Et c'est d'autant plus important que vous l'aurez peut-être remarqué, c'est une attente qui est de plus en plus forte des gens que vous recrutez, des gens que vous croisez dans l'organisation, même de ceux qui y sont déjà. On voit dans certaines organisations des gens qui partent parce qu'ils considèrent qu'ils sont plus raccords avec le sens de ce que fait l'entreprise, parce que l'entreprise aurait des dommages environnementaux ou parce que l'entreprise ne serait pas suffisamment bien positionnée sur le plan sociétal. Il y a cette idée que avoir d'un côté le travail qui, on va dire, me nourrit et de l'autre côté ce qui fait du sens dans ma vie, cette dichotomie-là, elle n'est pas tenable à long terme. Et le programme de travail que propose le leadership responsable, c'est justement de réconcilier ces 2 dimensions. Comment je réaligne le sens au-delà de l'organisation avec le sens dans l'organisation et mes actions au quotidien. De savoir questionner les règles sous un angle éthique, de savoir se donner cette responsabilité-là, de se dire les règles de l'entreprise sont-elles conformes, sont-elles adaptées finalement au monde qui m'entoure. D'avoir le courage moral de défendre les intérêts de la société à travers son travail. Donc, ce n'est pas du tout un programme qui consiste à
c'est-à-dire qu'on va devenir le rebelle de l'organisation pour expliquer qu'elle ne fait pas bien les choses, mais c'est plutôt un travail de réconciliation entre finalement les valeurs qu'on porte à l'extérieur de l'entreprise et celles que l'on porte dans l'entreprise. Et à travers ça, de développer la responsabilité de chacun, parce qu'il y a derrière une question qui est vraiment une question d'empowerment au sens noble du terme, c'est-à-dire de donner à chacun les moyens de réaliser ce qui est important pour lui dans sa vie. Ça veut dire aussi de créer des relations fructueuses pour que ça puisse émerger avec la sécurité psychologique dont parlait Julie tout à l'heure, et de savoir développer un collectif qui est marqué par la diversité pour résoudre les problèmes. C'est-à-dire que cette question de l'inclusion, de l'environnement, du projet sociétal de l'entreprise et des valeurs individuelles sont des choses qu'on cherche à réconcilier à travers tout cela. Alors, on est dans un champ qui est émergent. Hein. On en est au début. Vous voyez, on n'a pas tant d'écrits que ça. On en a à peu près, je ne sais pas, il doit y avoir une quinzaine de livres, probablement plus dans l'absolu, mais je veux dire dans des livres qui sont un peu sortis du lot, qui sont bien identifiés. On a un certain nombre de choses qui ressortent et qui sont intéressantes. Je pense sincèrement que c'est quelque chose qui va se développer. Et dans les échanges qu'on a avec nos clients, on voit bien que chez certains, par exemple, dans les plateformes d'accès en ligne pour managers, il y a pas mal de choses autour du réchauffement climatique. On voit que pour d'autres, la question de l'éthique vient peser un poids qui est beaucoup plus fort que simplement d'être intègre du point de vue des règles de l'entreprise, mais d'avoir quelque chose qui porte plus loin, finalement, en termes de valeur, en termes de positionnement personnel, que ce n'était le cas auparavant. Donc voilà, une petite lumière qui s'allume du côté du leadership responsable et conscient. Il y a vraiment un très, très beau sujet à explorer. Le deuxième sujet dont on voulait vous parler, c'est la question de ce qu'on appelle en anglais l'absence leadership, donc le leadership de l'absence et non pas le leadership par l'absence. Finalement, et je trouve que le point est vraiment très intéressant, il a été développé par Francis Frey, qui est quelqu'un qui a beaucoup écrit sur les sujets de leadership et qui a vraiment une grosse autorité en la matière. Ça consiste à dire que depuis 60 ans dans l'histoire du leadership, le leadership, c'est essentiellement parler, convaincre, montrer, guider, développer, écouter. Mais toutes ces choses-là sont des choses très présentielles, si j'ose dire. Ça suppose d'être là. Et ce que propose cet angle d'approche, c'est de dire que le leadership de l'absence, c'est d'abord de se poser la question de ce qu'il se passe quand je ne suis pas là en tant que leader. Dit autrement, avoir du leadership, c'est d'abord créer de l'engagement des gens dans une certaine direction. Et ça suppose que cet engagement, il soit autoporteur. Ça suppose qu'il ne dépende pas finalement de la présence ou de l'absence du leader. Et dès qu'on commence à poser cette question-là, il y a plein de choses qui émergent. Est-ce que les gens sont capables de porter le sens par eux-mêmes? Est-ce qu'ils ont une compréhension fine de l'organisation qui les entoure? Quelles valeurs finalement s'apportent et seraient autoportantes indépendamment du leader? Et c'est vraiment un programme pour le coup de responsabilisation qui va bien, bien au-delà que de se dire on va déléguer quelques tâches pour que les gens puissent développer leurs compétences. Et les grandes compétences de ça, les grandes composantes, c'est comment je fais émerger le sens dans l'équipe et dans l'organisation, mais un sens qui se porte par lui-même, qui suppose en réalité beaucoup de débats, beaucoup d'échanges, beaucoup de partage de l'information, en donnant des moyens de collaborer de façon beaucoup plus forte. Et un troisième point qui me semble extrêmement important, c'est comment je développe les hard skills de l'organisation. Alors, hard skills, ça veut dire vraiment des compétences dans le dur, mais qui sont des compétences qui permettent de comprendre comment agir. La connaissance du client, la connaissance du marché, la connaissance du business model, où est-ce qu'on crée de la valeur, où est-ce qu'on n'en crée pas. D'accord? Alors, ça vaut aussi pour les organisations publiques, parce que finalement, on pourrait se poser la question, où est-ce que c'est porteur de valeur pour l'usager, le citoyen ou l'utilisateur, où est-ce que ça n'emporte pas, et que cette vision-là, elle soit partagée au sein des équipes. Donc, on n'est plus dans une logique dans laquelle le manager aurait une compréhension de la complexité de l'organisation supposément supérieure à celle des gens qui l'encadrent. On est dans l'idée que cette connaissance de la complexité organisationnelle et de l'environnement dans lequel on évolue, cette compréhension-là, elle est partagée à l'intérieur de l'organisation. Ça suppose que le manager fasse partie du collectif plus qu'il ne dirige le collectif. Donc, on est dans un aplatissement de la relation hiérarchique, mais aussi une capacité du leader à savoir s'effacer au bon moment. Savoir s'effacer au moment, c'est une vraie question. Alors, il y a des questions qui ressortent, Judith, sur ces trois approches, et puis n'hésitez pas à en poser, et puis on essaiera d'en faire la synthèse pour y répondre. Alors, nous avons déjà une première question, justement autour de l'absence leadership, en lien avec l'autonomie. Est-ce que justement, c'est pas donner les moyens de l'autonomie? N'est-ce pas la définition de l'autonomie?
Alors, est-ce que c'est la définition de l'autonomie? Bah, oui et non. En fait, l'autonomie, si vous voulez, c'est un résultat. Littéralement parlant, l'autonomie, c'est la capacité à créer l'ordre de son travail par soi-même. Auto par soi-même, et puis nomie qui veut dire l'ordre, l'organisation, la structure du travail. Ce qui est vrai, c'est que c'est un paradoxe dans les termes de développer l'autonomie. Puisque développer l'autonomie, ce serait faire des choses pour que les gens sachent faire par eux-mêmes. Un petit peu de contradiction là-dedans. Et ce que propose l'Absence Leadership, c'est de dire, mais finalement, la vraie question, si vous voulez développer l'autonomie, c'est à quel moment vous n'êtes plus là pour que l'autre fasse. Et cette question, la manière de la formuler, nous paraît extrêmement porteuse, c'est-à-dire d'organiser l'intégralité de son action en tant que manager ou en tant que leader pour que les autres puissent agir sans que l'on soit là. Donc oui, il y a un lien avec la question de l'autonomie, mais est-ce que c'est la définition de l'autonomie? Je ne crois pas. Ensuite, j'ai une autre, en fait, je n'ai pas une question, j'ai une remarque, mais qui, je pense, va appeler une réaction. La personne nous dit que ce que tu dis est très vrai, mais nécessite un asset important, à savoir le temps, et nécessite également de faire un changement de culture important dans de nombreuses organisations. Qu'est-ce que tu en penses? Alors oui, il y a un changement de culture qui est important. Il y a plusieurs choses qui sont importantes. Il y a d'abord, et je pense que c'est très culturel au sens occidental du terme, l'idée qu'il faut absolument faire, il faut absolument aider, il faut absolument accompagner, il faut absolument expliquer, guider, mais on reste quand même dans un registre, d'abord le registre de l'action, plutôt que dans le registre du laisser-faire. Et il y a là quelque chose qui est assez fort. Ce n'est pas encore la question de lâcher prise. Lâcher prise, ça supposerait d'arrêter le contrôle. Mais ce qu'on dit là, c'est qu'il faut aller encore plus loin qu'arrêter le contrôle. Il faut parfois ne pas agir. Ne pas agir, c'est ouvrir des espaces. Et que l'ouverture de ces espaces de décision, de ces espaces d'action, des erreurs qu'on va rencontrer dedans, des difficultés auxquelles les gens vont être confrontés, c'est probablement la meilleure manière de faire émerger une capacité de la part des différentes personnes de l'équipe ou de l'organisation à trouver leur propre place et, dans le bus, quelque part, à exprimer leur talent avec le plus de pertinence possible. Alors, décidément, beaucoup de réactions. Donc, justement, une personne relève que dans ce cas-là, c'est peut-être la mise en autonomie des équipes plutôt qu'une question d'autonomie. Et une autre met ça en lien avec la notion de leader-serviteur. Qu'est-ce que tu en penses? Oui. Alors, il y a une grosse littérature qui existe autour de ce qu'on appelle le servant leadership, donc leader-serviteur, hein, c'est la terminologie en anglais. C'est une notion qui existe depuis, grosso modo, le milieu des années 80. Cette notion de servant leadership qui a été remise au goût du jour par Simon Sinek, que vous connaissez peut-être, qui a écrit beaucoup de choses dans un livre best-seller qui s'appelle Start with Why. La notion de leadership serviteur, c'est vraiment l'idée que je vais être au service de l'équipe pour l'aider à faire. Mais vous comprenez que dans aider à faire, on est encore dans l'action. Le programme de l'Absence Leadership, c'est comment je laisse faire complètement l'autre à certains espaces bien identifiés et qui vont permettre aux gens d'occuper cet espace. On n'est pas dans l'idée de mettre un échafaudage, on est dans l'idée de laisser pousser. Voilà un petit peu sur ce premier plan, ce qu'on pourrait dire. On va arrêter là les questions sur cette première partie. On pourrait y revenir si vous voulez en fin de webinaire, mais pour être sûr d'avoir le temps de traiter l'intégralité des questions. Ce qu'on vous propose, c'est d'avancer un petit peu et d'aller maintenant dans le registre des soft skills avec trois grands focus, trois soft skills de demain. On s'est dit, si on avait à choisir, dans tout ce qu'on entend, dans tout ce qu'on voit autour de nous, on choisirait lesquels? On assume complètement le fait que c'est subjectif, le fait qu'on a choisi là-dedans ce qui nous parlait. Peut-être que ça aurait une résonance différente pour vous. Mais on s'est dit, quelles sont les compétences essentiellement comportementales, hein, c'est de ça dont on parle dans les soft skills, quelles sont les compétences comportementales dont on pense qu'elles vont faire la différence demain? On vous en a isolé trois. Et la première d'entre elles dont on voulait vous parler, c'est la question de la curiosité. La curiosité et voilà, dont sont venus nous parler les trois auteurs du livre The Curious Advantage. La curiosité est probablement un des enjeux majeurs dans les organisations et notamment dans les entreprises apprenantes et du coup dans l'apprentissage.
Pourquoi elle nous parlait de la curiosité? Bon, le constat déjà qu'on vit dans un monde qui va de plus en plus vite, avec cette dynamique d'accélération dans les changements de nos modes de travail et une complexité croissante liée à une technologie qui va nous dépasser et qui nous dépasse déjà dans certains cas. Dans ce contexte-là, ça se demandait, tiens, la curiosité, est-ce qu'elle serait pas au cœur des soft skills qui vont nous permettre de naviguer avec succès et avec sérénité dans cet environnement numérique, dynamique, incertain, complexe, ambigu. Parce que finalement, quand on est curieux, on n'a pas besoin de connaître les réponses. Quand on est curieux, justement, on va être capable d'embrasser l'inconnu, d'être confortable dans l'inconfort, d'expérimenter, d'apprendre de ce qui fonctionne, apprendre de ce qui fonctionne moins bien, et puis de faire des essais. Et développer du coup cette curiosité chez les collaborateurs, c'est vraiment ce qui va aider aussi à développer une culture de l'apprentissage au sein des entreprises apprenantes. Comment on encourage la curiosité? Eh ben, voilà, merci. Ce qui nous propose, c'est surtout de créer un environnement sûr. Donc là, on revient encore une fois à la sécurité psychologique. Créer un environnement sûr où on se sent libre de poser des questions, où on est même encouragé à poser des questions challengeantes. Et sur justement la liberté de poser des questions, il nous faisait référence à une étude qu'ils ont fait sur 3000 employés d'entreprises différentes où le chiffre est sans appel, 70% d'entre eux rencontrent des freins à poser des questions, alors même que du côté du management, il y avait un sentiment d'inciter à poser des questions. Donc, il y a vraiment un gros sujet autour de ça. Aussi un sujet autour de oser expérimenter, oser la prise de risque, oser partager ses points de vue, exprimer son désaccord. Voilà, et c'est vraiment tout autour de ces composantes d'un environnement sûr qui va permettre de développer la curiosité. De toutes leurs recherches aussi et des interviews qu'ils ont fait, d'ailleurs ils ont créé un site internet dédié à ce livre que je vous recommande, où vous pourrez aller écouter aussi quelques interviews. Le point commun de toutes les personnes curieuses en équipe, c'est vraiment qu'ils n'ont pas peur. Voilà, ils n'ont pas peur de tous les éléments que je vous ai cités avant, ils n'ont pas peur de prendre des risques, de poser des questions. Voilà. Ils nous proposent un modèle intéressant, le modèle des 7 C, que je vais vous présenter succinctement, les 7 C de la curiosité, voilà, qui propose un cadre pratique pour développer avec succès cette compétence. On retrouve le contexte, la communauté, la curation, la créativité, la construction, criticalité dans le sens esprit critique, et la confiance, vous voyez, qui revient, qui est aussi important ici. Pour vous donner quelques exemples de certains items autour de la communauté, ce qui est important à se rappeler, c'est que la curiosité va être alimentée et éveillée par la communauté et les interactions. Et c'est important d'en faire une valeur même de l'organisation, où toute la communauté est appelée justement à créer aussi des interactions. Et alors, il nous donnait l'exemple d'une entreprise qui avait instauré le mois de la curiosité, mois pendant lequel ils organisaient des speed networking, des immersions dans d'autres équipes, un peu en style vie ma vie, pour aller s'inspirer des bonnes pratiques dans un autre service, ou juste où les collaborateurs sont appelés à partager leur passion et leurs dernières découvertes à leurs collègues. Voilà, l'idée, c'est vraiment de créer de la connexion, et c'est ce qui va permettre de cultiver et de développer des esprits curieux. Sur le registre de la créativité, ouais, Luc, tu voulais compléter quelque chose? Non, je réagirai après. J'avais un point que je voulais soulever par rapport à cette approche que je trouve absolument extraordinaire. Ah ouais. Il y a vraiment énormément de choses à aller explorer là-dedans. Forcément, la curiosité va de pair avec la créativité. Enfin, la curiosité va permettre vraiment d'aller aussi vers plus de créativité. Donc bon, oser générer des idées nouvelles, sortir des sentiers battus. Comment on favorise la créativité? Et là, il y a un gros enjeu aussi autour du temps.
finalement qu'on accorde aux gens pour aller explorer des nouvelles idées quand on sait qu'on travaille souvent dans l'urgence, comment on fait pour sortir la tête du guidon. Et là, il donnait aussi des exemples de pratiques, comme par exemple chez Google, où on a le 20% créativité, c'est ils laissent 20% du temps hebdomadaire à certains ingénieurs pour qu'ils travaillent sur des projets annexes, des projets créatifs qui n'ont pas un lien direct avec leur activité principale. Bon, pour l'anecdote, c'est comme ça d'ailleurs qu'est né Gmail, qu'ils appellent projet 20%. Et puis, tout un tas d'autres pratiques comme les talks aussi ou les conférences en interne où on fait venir des personnalités, des auteurs, des sportifs, voilà, pour justement cultiver encore une fois cette créativité. Ce qui est absolument intéressant et qui est très pratico-pratique pour vous qui nous écoutez, c'est si vous avez par exemple un accès à des ressources en ligne avec de la curation pour les managers ou pour les collaborateurs, la question de la construction, de la criticalité, de la créativité, elle s'inscrit dans la manière dont vous pouvez présenter les contenus, c'est-à-dire d'avoir des zones critiques pour challenger ce qui est dit dans un contenu donné, d'avoir des zones dans lesquelles les gens vont pouvoir échanger. Tout ça, ça va forcément créer si vous voulez, un environnement qui est plus favorable à cette curiosité, cette ouverture sur le monde qui nous entoure et dont on sait que ça a des impacts tout à fait immédiats. Donc, tout ce qui est groupe de pairs, tout ce qui est social learning, d'avoir des challenges autour, par exemple, d'un contenu qui serait, je dirais, assez dérangeant d'une certaine manière ou qui crée le débat. Toutes ces choses-là vont avoir un impact tout à fait immédiat sur finalement votre avantage compétitif qui serait de la question de la curiosité de vos collaborateurs. Alors, du coup, je vous propose d'avancer sur le second point, second soft skill de demain qu'on a sélectionné pour vous. Alors là, on est sur un OVNI. L'OVNI, c'est The Grit. The Grit, c'est assez intraduisible. Essayez d'inventer un mot qui serait à mi-chemin entre la ténacité, la persévérance, la niaque, un petit truc dans ce goût-là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des travaux qui ont été beaucoup poussés par Angela Lee Duckworth, qui est une chercheuse, ancienne enseignante, qui ensuite a fait de la recherche en psychologie et qui s'est interrogée en particulier sur les facteurs de différenciation à l'école et qui a montré que plus que le QI, plus que le talent, plus que le QE, qui serait par exemple l'intelligence émotionnelle ou le quotient émotionnel, on a un prédicteur de la réussite dans les études autant que dans les organisations, qui est le grit. Et pour ça, elle s'intéressait à la fois à des étudiants dans leur capacité à réussir leurs études, à des gens sur leur capacité à réussir ce qu'ils voulaient réaliser à titre personnel dans leur vie, mais aussi à la réussite dans les organisations. Et le grit, c'est vraiment cette idée qu'on va avoir un focus sur le long terme, avec une espèce d'engagement un peu marathonien, avec un maintien de l'effort dans le temps. Et ce qu'a fait Duckworth, c'est qu'en s'appuyant sur les travaux de Carol Dweck, que vous connaissez peut-être sur le growth mindset, sur la learning ability, elle a créé des échelles de grit et elle a testé ces échelles comme prédicteurs de performance de la réussite d'un certain nombre de personnes. Et ce qu'elle a observé, c'est plusieurs choses. D'abord, que c'est un très bon prédicteur, plutôt meilleur que ceux qu'on a. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il est parfois meilleur prédicteur que de l'environnement socio-éducatif, dont on sait que parfois il pèse très très lourd dans la réussite des gens. Et elle a montré l'apprentissage à partir des échecs, c'est-à-dire que les gens puissent avoir de l'échec, puissent les surmonter, que tout ce qui est méthode de résolution de problèmes, que tout ce qui est apprentissage sur les notions de résilience, sur les notions de persévérance, ce sont des choses qui sont de nature à augmenter le grit, c'est-à-dire augmenter cette capacité à persévérer malgré les obstacles, à essayer de se développer. Et c'est particulièrement intéressant parce que c'est souvent des choses qu'on a tendance à tenir pour acquises. Lui, il en veut, lui, il n'en veut pas. Des choses autour de lui, il est résilient, lui, il ne l'est pas. Mais tous les travaux qu'on voit, que ce soit sur la résilience, il y a une étude extrêmement intéressante, par exemple, sur les infirmières, qui a montré que quand on leur faisait des ateliers sur la résilience, on augmentait leur propension à mieux vivre des événements adverses qu'elles allaient rencontrer au cours de leurs 3 premières années d'exercice. Et de la même manière, on sait que quand on forme les gens sur le contenu du grit, ça veut dire quoi réussir, qu'est-ce qu'il faut activer pour réussir, on a un impact qui est un impact mesurable d'un point de vue statistique sur les résultats des gens dans l'obtention de leur réussite personnelle. Donc ce truc-là, il est encore pas complètement bien défini sur le plan conceptuel, ça s'améliore, mais il y a vraiment cette idée que le grit, c'est quelque chose qui
améliore, qui pousse les gens vers l'avant et qui est un très bon prédicteur de performance. Alors, ça vous fera sans doute réagir, mais on pense sincèrement que la curiosité et le grit, c'est des choses qu'on va voir de plus en plus dans les écrits et de plus en plus dans la manière dont on va déployer des choses, dans lesquelles on va former, dans lesquelles on va accompagner les gens dans leur développement. Évidemment, le grit rejoint des notions qu'on connaît déjà autour de la ténacité, autour de un des items des Big Four en psychologie, qui est la conscientiousness, c'est-à-dire le fait de vouloir faire les choses jusqu'au bout, etc., mais aussi de la confiance en soi, et que ces éléments-là, évidemment, sont des éléments sur lesquels on peut travailler. Donc voilà pour The Grit. Donc maintenant, vous pourrez briller en parlant du grit, parce que là, pour le coup, on est vraiment sur quelque chose qui est assez en avance de phase. Ça nous a beaucoup plu, on a bien aimé cette notion. On trouve qu'elle connecte beaucoup à des choses qu'on peut observer dans notre environnement au quotidien. Le troisième point dont on voulait vous parler, c'est la question du leadership sans autorité ou du leadership non hiérarchique. Alors, et peut-être, on prendra les questions à la fin. Je vois qu'il y a pas mal de questions autour du grit, on y reviendra après. Alors, le leadership non hiérarchique, on sait depuis une dizaine d'années à peu près qu'il y a des recherches autour d'une notion de leadership qui dépasserait la simple question du leadership au sens de management. Alors, cette littérature-là, elle existe depuis assez longtemps aux États-Unis, elle est quasiment absente en France, c'est-à-dire l'idée du leadership personnel, l'idée que je prends du leadership sur ma vie au sens de développement personnel. Ce n'est pas un mot qui est utilisé en France pour décrire ça. Nous, on parle de développement personnel en France. Mais aux États-Unis, la question du leadership au sens personnel est une question qui est assez prégnante. Et ce qui est intéressant, c'est que cette littérature-là, elle a rejoint depuis une petite dizaine d'années la question du comportement en entreprise. Alors, il y avait des travaux qui avaient été faits par quelqu'un qui s'appelle Marcus Day sur le leadership partagé. Il y a Kelly qui avait introduit la notion de followership en disant mais finalement le leader il dépend quand même énormément de la capacité des followers, c'est-à-dire de ceux qui sont dans l'organisation, de le porter, de l'aider et d'avoir eux-mêmes une forme de leadership. Donc le principe du leadership non hiérarchique, c'est que chacun peut avoir du leadership dans son rôle et que les caractéristiques du leadership ne sont absolument pas le monopole des gens qui sont en situation de management. Donc, cette idée un peu démocratique, on va dire, du leadership, on trouve sa concrétisation dans 4 éléments qui nous semblent intéressants et qui ont été beaucoup développés. Je vous conseille largement le bouquin de Keith Ferrazzi, Leading Without Authority, et qui donne plein d'exemples autour de cette notion-là qui me semble intéressante. D'abord, l'idée d'être dans l'influence et dans le raisonnement à long terme, c'est-à-dire de ne pas considérer les obstacles dans l'organisation ou les gens qui ne sont pas d'accord avec nous comme étant simplement un constat à plat, mais plutôt de se dire comment est-ce qu'on fait grandir l'organisation, comment est-ce qu'on peut être le lobbyiste de ces idées quelque part, comment est-ce qu'on peut avoir une approche qui soit une approche professionnalisée des blocages que connaît l'organisation. Le deuxième point, et qui est, je trouve, extrêmement pertinent, qui est développé par Ferrazzi, c'est la question de la coélévation. C'est l'idée que quand je collabore avec les autres, quand je travaille avec eux, je peux avoir un leadership qui soit un leadership de la coélévation. C'est-à-dire comment je leur apprends des choses, comment je les fais grandir, tout en me faisant grandir moi-même. Il y a vraiment cette idée qu'on va se polliniser quelque part sur les idées et qu'on va grandir ensemble dans l'organisation. Et quelque part, le leadership, c'est plus le leadership de moi par rapport à moi. C'est le leadership que je développe grâce à Julie et avec elle. C'est ça, la coélévation. Et donc, ça propose un programme qui vient embrasser un champ extrêmement large, qui va de la communication non violente à la réflexion sur soi, à la capacité à créer des relations constructives, à l'influence et à la capacité de prise de décision. Donc, ça vient attraper, si vous voulez, tout un temps de champs qui était un peu séparé pour en faire quelque chose qui est relativement homogène, bien structuré, extrêmement bien présenté, à l'intérieur duquel on va trouver la considération d'autrui, la capacité à développer des relations efficaces, mais aussi la conscience de sa zone d'influence. Sur quoi est-ce que je peux agir? Qu'est-ce qui se trouve en dehors de ma zone d'influence? Sur quoi j'ai de la maîtrise et du contrôle? Et que cette réflexion-là, c'est quelque chose qui vient alimenter, figurez-vous, un autre truc, le grit. Donc, il y a là un champ qui est vraiment très intéressant. Et vous voyez, à droite, je vous ai remis le petit schéma de Kelly sur le followership, simplement pour vous donner un petit éclairage là-dessus.
Alors, je ne doute pas un instant que ça va se nourrir des questions, des remarques. Je dis, est-ce qu'il y a des choses qui ressortent là dans la question? Judith, pardon. Oui, les deux, ça fonctionne. Je les vois aussi. Merci, Judith. Vas-y, Julie. Pour reprendre dans l'ordre, du coup, je vois aussi une remarque sur le grid qui rejoint la notion de confiance. Si tu veux commenter ça, peut-être dans le sens donc confiance en soi. Oui, le grit et la notion de confiance en soi. Alors, dès qu'on parle de notions de soft skills, dès qu'on parle de traits psychologiques, tous ces trucs-là sont très interconnectés. La question, c'est plutôt d'arriver à trouver un concept, un construit, si vous voulez, du point de vue de la recherche, qu'on va pouvoir tester. Et les travaux de Duckworth ont permis de créer une échelle. C'est comme ça que ça se passe en psychologie. Vous vous intéressez à un concept, vous créez une échelle, vous vérifiez si l'échelle est à peu près homogène, si elle permet d'avoir une répartition statistique dans la population, et puis ensuite vous allez tester cette échelle par rapport à un résultat que vous souhaitez obtenir ou que vous voulez voir obtenir. Donc, il y a des liens avec la notion de confiance, comme il y en a avec la notion de conscientiousness pour ceux qui sont des fans de la psychologie et des Big Five. J'espère que ça répond à la question, n'hésitez pas si ce n'est pas le cas. D'autres questions, Judith, qui ressortent? Alors, nous avons même plusieurs questions sur le leadership non hiérarchique qui soulève les passions. Et déjà, on nous demande s'il est bien accepté dans les entreprises. Je vais avoir une réponse un peu rebelle. Les entreprises, on ne leur demande pas leur avis. C'est-à-dire que ce qui est beau avec le leadership non hiérarchique, c'est que c'est l'idée qu'on va augmenter tout le monde et que par conséquent, on va fabriquer un environnement dans lequel tout le monde est capable d'avoir du leadership, tout le monde est capable de contribuer, d'avoir de nouvelles idées, de les porter, de les développer. Et j'aurais tendance à dire que c'est plutôt dans l'air du temps. Parce que finalement, à mesure qu'on automatise des process, à mesure qu'on digitalise et qu'on reporte sur le client des actions qu'on mène en interne avec une dimension de self-service, à mesure qu'on a des process qui sont de plus en plus automatisés, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on reporte sur les individus dans l'entreprise une capacité de décision, une capacité de discernement, d'arbitrage dans les situations ambiguës qui est de plus en plus importante. Donc, la manière dont évolue, si vous voulez, la force de travail à l'intérieur des organisations, c'est d'aller vers de plus en plus d'autonomie, quoi qu'il arrive. Or, on n'a jamais vraiment défini ce que voulait dire cette autonomie-là. Est-ce que c'est ma capacité à faire tout seul une tâche qu'on m'a confiée dans un environnement bien délimité? Est-ce que c'est le fait de me déléguer des choses qui dépassent ma zone de confort? Ou est-ce que c'est vraiment une attitude qu'on recherche avec de la curiosité, du grit, avec du leadership vis-à-vis de son environnement et une capacité à embarquer autour d'idées qui sont nouvelles? C'est probablement là que ça joue. C'est comment est-ce qu'on développe finalement tout le comportement qui va bien au-delà de la question de l'autonomie au sens strict du terme tel qu'elle a été discutée jusqu'à présent. Alors justement, j'ai une remarque ici sur le fait que c'était devenir le champion de l'intersubjectivité, justement ce leadership. Alors, probablement oui. Alors, si je le prends au strictement, l'intersubjectivité, c'est le fait de se comprendre les uns les autres. Probablement que c'est un sous-ensemble de cette question du leadership non hiérarchique. Comprendre l'autre, c'est une première chose, c'est très bien. La question, c'est qu'est-ce qu'on en fait et comment j'influence l'autre et comment j'accepte d'être influencé par l'autre. Donc, si c'est l'intersubjectivité au sens très large, incluant la possibilité de se remettre en cause, de comprendre l'autre, de l'influencer aussi de façon tout à fait proactive, alors oui, si c'est juste l'intersubjectivité au sens de se comprendre l'un l'autre, probablement que ça dépasse ce truc-là. Il y a l'idée dans le leadership non hiérarchique qu'on va aussi être promoteur de ces idées. Et quand on veut promouvoir, il y a de l'écoute, il y a de l'influence, il y a de la coélévation, il y a de la remise en cause, il y a du droit à l'erreur, il y a de la persévérance, il y a beaucoup d'autres notions qui vont, je dirais, au-delà strictement de la relation interpersonnelle. L'auteur de la question précise qu'il s'agissait dans son esprit de croître ensemble, dans le sens… Ah oui, alors croître ensemble, c'est vraiment l'idée de la coélévation. D'accord, c'est exactement ça. Une très bonne transcription. Et alors justement, cette même personne a une autre remarque qui est assez intéressante sur le fait que elle se demande si ce leadership non hiérarchique ne se retrouve pas chez les early adopters qui ont une capacité d'influence grâce à leur capacité à penser out of the box, hors dehors de la boîte.
Alors, oui, ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est que dans la notion de leadership, il y a, dans la notion de leadership non hiérarchique, un peu emboîtée avec la question du leadership par l'absence dont je parlais tout à l'heure, il y a vraiment l'idée de comment j'ai les moyens d'aller au-delà de la stricte définition et du strict environnement qui m'est proposé. Parce que si vous voulez, dans une organisation, si on se conforme complètement à ce qui nous est demandé, on peut assez facilement vivre dans une petite bulle qui est délimitée finalement par l'ensemble des interactions fonctionnelles qu'on a définies pour moi. Or, pour pouvoir faire grandir l'organisation, pour pouvoir y croître en même temps qu'elle, pour pouvoir se coélever avec les gens qui y a autour de soi, ça suppose une appréhension de son environnement qui dépasse très très largement en réalité le cadre du poste. Comprendre ce qui se passe sur les marchés, ce que veulent les clients, comment évolue la société civile, les attentes sociétales, comment évoluent les technologies, c'est autant de champs auxquels il faut s'intéresser en faisant preuve évidemment de curiosité, vous l'aurez compris, comme le défendait Julie tout à l'heure. Alors maintenant, on a une dernière question sur le grit. Et Ouais. on nous demande s'il s'agit plutôt de la ténacité du sprinter ou de celle du marathonien. Alors, la réponse est assez directe, puisque quand vous lisez ou quand vous écoutez Angela Lee Duckworth, qui est celle qui a porté ce sujet et qui l'a développé en recherche, pour elle cite explicitement le mot marathon. Pour elle, le grit, c'est vraiment le truc, alors pour ceux qui font du marathon, où au 30e kilomètre, vous n'en pouvez plus, vous avez l'impression que vous allez vous effondrer, et pourtant vous continuez à courir. C'est ça qui se joue dans le grit. Il y a l'idée de l'engagement total et avec passion pour un objectif à long terme. À long terme. Donc, ce n'est pas juste la ténacité sur un objectif de fin d'année ou sur un projet qu'on mène. C'est vraiment une ténacité dont on se donne sur un objectif qui a une dimension personnelle, engageante au sens d'engageant tout mon être, quoi, si vous voulez. J'espère que ça répond à la question qui a été posée. Je vois qu'il est 9h58. Donc, on peut peut-être prendre une dernière question s'il y en a. Et en tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette présentation. On vous en enverra une synthèse, évidemment. L'idée, c'est de partager avec vous d'une manière très simple et généreuse un petit peu ce qu'on voit dans notre environnement. Et puis, c'est aussi l'occasion de pousser toutes ces discussions plus loin. On se tient évidemment à votre disposition. Nous, on adore ces sujets, que ce soit Emmanuel, moi, Julie. C'est des sujets qui nous passionnent. Et si vous souhaitez, si vraiment vous voulez qu'on aille au fond d'un sujet et qu'on voit aussi comment le mettre en place, parce que parfois, vous nous posez des questions sur alors finalement, dans les entreprises, on fait quoi? Les sujets qu'on vous propose ici sont des sujets qui sont un peu en avant-garde. Et nous, l'ambition qu'on a, c'est de se dire, mais on n'a qu'une seule envie, c'est de les pousser. Donc, si vous dites, demain, on a envie de faire un truc sur la curiosité, dans la manière dont on structure notre plateforme de learning, si on a envie de faire quelque chose autour du leadership non hiérarchique, n'hésitez pas à nous solliciter. Ça ne veut pas dire que vous allez travailler avec nous. Ça veut simplement dire qu'on échange ensemble pour voir qu'est-ce qu'on peut en faire. Et on en apprendra autant que vous. Donc, c'est une proposition de coélévation. Voilà, pour rester dans le sujet. Et puis, merci pour tous les gentils feedbacks qu'on voit arriver. Merci à tous et à bientôt. Avec plaisir pour creuser ces sujets ensemble. Merci Julie pour cette co-animation. Merci Judith pour cette organisation qui est toujours au cordeau. C'est toujours un plaisir de travailler avec toi. Et puis merci à Emmanuel qui n'aura pas pu être là aujourd'hui, mais qui a tellement œuvré pour cette présentation-là, avec tous les retours de la TD et toutes ses recherches. Du coup, on a eu une pensée pour elle aujourd'hui. Et puis, ce sera au plaisir de vous retrouver. Vous avez nos adresses email accessibles relativement facilement ou tout simplement en nous contactant par le site de Julie Esterwen. Excellente journée à vous tous. Prenez soin de vous et puis à bientôt. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Merci. Au revoir. Au revoir. OK.